Aujourd'hui, le grenier Jeanne-Teny a le plaisir de recevoir Dominique Aguessy pour son recueil Bleu d'aurore, publié aux éditions du Cygne. Un entretien mené pour vous par la toujours aussi pétillante Marguerite Marie James. Bonjour Dominique, Bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir au grenier Jeanne-Teny dont vous êtes un membre depuis très longtemps, de sorte qu'on pense bien vous connaître. Et pourtant, vos biographes disent que vous êtes originaire du Bénin, que vous avez vécu au Sénégal, mais ça ne nous révèle pas grand-chose. Parlez-nous donc de votre enfance, de cette enfance qui nous accompagne comme vous l'écrivez, de vos parents, de votre famille, de vos frères et sœurs. Comment avez-vous vécu cette enfance? D'abord, bonjour à tous et merci à tous ceux qui sont là pour partager avec moi ce moment de présentation d'un recueil auquel, dans lequel j'ai mis beaucoup d'émotions, d'attention et aussi d'idées que j'aimerais bien partager avec tous. Je vais essayer de répondre aux questions de Marguerite Marie qui sont intéressantes, mais pas tellement faciles non plus. L'enfance, oui, c'est vrai, dans un poème, j'ai mis que l'enfance nous accompagne. C'est vrai, elle ne nous quitte jamais. Dans beaucoup de moments, même de notre vie d'adulte, nous repensons à notre enfance ou nous sommes influencés par notre enfance. Je dis souvent que je suis née dans une famille totalement atypique, c'est-à-dire dans mon environnement, il y avait peu de familles comme la nôtre. Mon père était médecin, mais aussi chercheur à l'Institut Pasteur à Paris. Donc il a beaucoup travaillé sur la découverte des vaccins contre la fièvre jaune, contre la variole, contre la tuberculose. C'était vraiment à la fois son métier et sa passion. Alors j'ai beaucoup pensé à lui en cette période de virus où un peu les mêmes situations se reproduisent. Et donc, ma mère était sage-femme, donc elle est aussi dans le domaine médical. Et elle a beaucoup œuvré pour... le vocabulaire a beaucoup changé. À son époque, on ne parlait pas de planning familial. On parlait de protection maternelle et infantile. Mais ça voulait dire la même chose. Donc, elle a beaucoup œuvré dans ce domaine-là aussi. Donc, nous, on a grandi comme une grande fratrie. Les aînés s'occupaient des plus jeunes. Et nous avons quand même fait notre chemin. Au Bénin, notamment. Au Bénin, oui, pas tellement longtemps, parce que mon père, qui était médecin donc, et qui était fonctionnaire de l'État français, puisque c'était la colonie à l'époque, a été vite muté au Sénégal. Et évidemment, toute la famille a déménagé à Dakar. Et c'est là que vous avez fait vos études? Et c'est là que j'ai commencé mes études, oui. Des études en humanité, vous avez fait quel type d'études? Ah oui, dans les humanités. Au collège, il faut dire que quand j'ai terminé l'école primaire, il n'y avait pas de lycée pour les filles officiel. Il n'y avait que pour les garçons, ce qui était déjà un scandale. Alors mes parents ne l'entendaient pas de cette oreille, ils ont beaucoup lutté, beaucoup pris des initiatives, etc., pour que l'enseignement soit au moins mixte, ce qu'il est devenu très tard. Hein. Moi, quand j'avais déjà fini le secondaire, quand l'enseignement secondaire était devenu mixte. Donc j'ai été dans un collège, il n'y avait que des collèges privés pour les filles qui pouvaient étudier, donc c'était aussi une autre aventure. D'accord. Et puis après, qu'avez-vous fait comme études après vos études secondaires? Après les études secondaires, je suis entrée à l'université. Il faut dire que, comme je le répète, c'était la colonie, c'était un régime très spécial. Tout était sur base de concours. Il n'y avait pas de passer les examens dans une matière ou dans une année et accéder, par exemple, à l'université après avoir fini le collège. Il fallait chaque fois passer un concours pour être admis. Donc, j'ai passé ma vie à passer des concours. Et ayant réussi ces concours, alors, c'était toute une procédure qui s'organisait. J'ai commencé l'université à Dakar,
parce qu'il n'y avait pas toutes les années dans toutes les disciplines. Par exemple, pour la médecine, on ne pouvait faire que les 3 premières années. Après, il fallait nécessairement partir en France. Et moi, j'ai commencé dans la littérature, dans la langue anglaise, mais pour avoir le diplôme, c'était obligatoire d'avoir vécu au moins une année entière en Angleterre. Donc, c'était comme Erasmus avant l'heure. Il y avait des partenariats entre les universités, pas seulement francophones, mais anglophones aussi. C'était organisé par l'université ou par le directeur du département qui s'entendait avec d'autres universités, et il y avait des échanges d'étudiants. Beaucoup d'étudiants européens étaient contents de venir à Dakar faire les matières qu'on enseignait, parce que les amphithéâtres il y avait très peu d'élèves, peut-être il y avait 10 ou 15 élèves, alors qu'en France c'était déjà bondé. Les conditions étaient très très bonnes, et les professeurs excellents, c'était les mêmes en France qu'au Sénégal. Ils allaient et venaient, par exemple, à enseigner 6 mois ou 1 an, et puis retourner en France, etc. Nous, en tant qu'université de Dakar, on était liés à l'Académie de Bordeaux. Ce qui m'a conduit aussi à aller à Bordeaux pour une partie des études. Voilà. Vous vous intéressez donc déjà à la littérature. Mais la littérature française ou la littérature anglaise? Ben, les deux. La littérature française et la littérature anglaise. Seulement quand j'ai eu mon diplôme de professeur d'anglais et que j'ai enseigné pendant 1 an ou 2, je trouvais que je ne me voyais pas me faisant ça toute une vie. Je suis retournée à l'université alors pour faire la sociologie, alors je suis partie dans d'autres directions. Vous écriviez déjà? J'allais dire oui et non. J'écrivais parce que j'étais devenue, à force de chercher des jobs d'étudiant, j'étais devenue productrice d'une émission de radio, puisqu'il n'y avait pas de télévision encore à l'époque, sur la culture en général, les cultures africaines, les cultures américaines. Et donc j'écrivais mes textes pour la radio. Mais je n'avais pas dans l'idée de les publier autrement. Mais vous lisiez beaucoup? Ah oui, ça, pour lire, je lisais beaucoup. Il y avait chez nous une formidable bibliothèque qui était interdite aux enfants, mais jusqu'à un certain âge. Mais moi, comme j'étais très soigneuse et très disciplinée, j'avais souvent l'autorisation, donc je pouvais lire. Il y avait tous les classiques, il y avait énormément de livres chez nous. Énormément. Alors, il est encore dit dans vos biographies que vous avez exercé pendant 12 ans au niveau international un mandat syndical électif impliquant de nombreuses missions de négociation en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Union soviétique, puis en Russie. Ça nous éclaire finalement pas beaucoup sur ce que vous avez concrètement fait. De quelle mission s'agissait-il? De quelle négociation? Qu'est-ce que vous avez fait? On saute dans le temps, pas mal d'années. Après avoir travaillé quelques temps en Afrique, enfin notamment au Sénégal, quand je suis arrivée en Belgique, comme j'avais des diplômes qui étaient acquis dans les universités françaises ou anglo-saxonnes, puisque aussi en Angleterre ou en Écosse, et j'ai pu cherchais un travail avec une dimension sociale aussi qui me fasse connaître la vie réelle en Belgique. Et c'est alors que d'abord je suis entrée dans une organisation internationale syndicale au centre de documentation, etc. Après, bon, bien sûr, j'ai eu cette opportunité que j'ai acceptée en ne sachant pas trop où ça allait me mener. Mais l'émission, c'était à la fois, disons, facile de se représenter ce que c'est, puisque le monde vivait dans une période de dictature extrême. C'était la guerre froide aussi, où il y avait 2 blocs qui s'affrontaient constamment, l'Union soviétique et les États-Unis. Et donc, le mouvement syndical s'était donné pour mission de défendre le droit d'association, la liberté d'expression, les conditions de vie et de travail. Mais donc, j'ai présenté ma candidature parce que j'ai été sollicitée et j'ai été élue pour 3 mandats successifs. Donc, les missions, ça consistait, puisqu'il n'y avait pas
On n'avait pas Internet, il n'y avait pas Skype, il n'y avait pas tous ces moyens de communication. Donc, quand il y avait un problème, il fallait se rendre sur place. Il faut dire que il y avait peu de femmes dans les directions syndicales à cette époque-là. Heureusement que ça a changé. Pour moi, c'était très difficile parce que c'était un défi qui m'était lancé. On se disait, est-ce qu'elle va y aller? Est-ce qu'elle aura peur d'aller dans un pays en guerre, etc. Mais moi, j'avais une telle formation qui venait de ma famille que finalement, j'y suis allée, je vais dire, à mes risques et périls, quoi. Ben, j'ai survécu puisque je suis encore là aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été évident. Non, vous avez aussi travaillé donc, comme consultante en relations industrielles auprès de la Commission européenne. De quoi s'agissait-il? Mais là, à différentes étapes, j'ai voulu changer de vie. Comme je disais tout à l'heure, on dit que les poètes sont des rêveurs, mais il faut parfois rêver. Donc, je voulais changer de vie, je voulais changer aussi, j'avais besoin chaque fois de nouvelles compétences techniques pour changer. Et donc, je suis retournée à l'université pour faire, là je suis partie à Oxford, pour faire la gestion des entreprises et puis comprendre un peu le monde financiarisé, avec ce mauvais mot en français, qui était devenu notre univers. Donc, j'ai essayé de comprendre. Et quand je suis revenue, bon, j'ai travaillé pour les chambres de commerce, pour la direction générale 5 de la Commission européenne qui s'occupait de l'industrialisation. Et c'était aussi une période très intéressante parce que c'était en plein dans les négociations pour l'adhésion de la Pologne, de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie qui s'est divisée en deux à l'Union européenne. Donc j'ai beaucoup voyagé dans ces pays-là et beaucoup travaillé avec les organisations syndicales et patronales pour, on disait, la démocratisation de l'économie. Je ne sais pas si le mot est exact ou si les résultats sont ceux qu'on avait espérés. En tout cas, ça a été un changement. Donc j'étais en Union soviétique pendant la période de la perestroïka. Je n'ai jamais bu autant de vodka de ma vie, mais j'ai survécu. J'ai survécu. De ce parcours syndical, vous avez tiré un essai « Pouvoir et démocratie à l'épreuve du syndicalisme » paru aux éditions de l'UNESCO. Vous pouvez en dire quelques mots? Oui, mais pas plus tard que hier, il y avait un collectif qui me proposait de rééditer cet essai. Parce que cet essai, c'était pas une théorie, c'était vu de l'intérieur de ce et essayer de se projeter vers l'avenir. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un éditeur. Finalement, l'UNESCO l'a pris comme document de l'UNESCO n'engageant que l'auteur. Donc j'avais toute ma liberté, mais j'étais bien accueillie par le directeur de l'UNESCO à ce moment-là, c'était Federico Mayor, qui m'a beaucoup encouragée et qui avait écrit une longue lettre que l'on a lue ici à Bruxelles au moment de la présentation de cet ouvrage. Le jour où je présentais cet ouvrage, j'avais d'ailleurs Hilda Vanek, il y avait Émile Kesteman, c'était à la délégation de la Belgique auprès de l'Union européenne. Je me souviens bien qu'il était là. Je faisais déjà partie du Grenier Jean Tony, donc les amis du Grenier Jean Tony étaient venus me soutenir aussi. Je n'ai pas oublié. Et donc, quand même, la littérature. Vous avez étudié les littératures et les traditions orales en Afrique de l'Ouest et vous en tirez 4 livres. Les Contes du Bénin, L'Oracle du Hibou, La Maison aux 7 portes, Le Caméléon bavard, Les Chemins de la sagesse, etc. Vous pouvez nous dire quelques mots de cette littérature et de ces traditions africaines? Bien, je m'en suis fait un devoir parce que je trouvais, quand je faisais de la radiodiffusion, j'utilisais beaucoup ces contes pour monter de petites scénettes que l'on
que l'on disait à la radio. D'ailleurs, j'avais une petite équipe de musiciens, un joueur de kora, un joueur de balafon, un autre Sonar Senghor qui avait une voix magnifique et qui disait les textes avec moi. Donc c'était tout un travail. Et je me suis dit, quand on aura fini de faire ça, ça va se perdre tout simplement. Parce qu'il n'y a plus personne maintenant, vous pouvez aller, qui a le temps de raconter ce genre de contes traditionnels qui pourtant ne sont pas si loin de ce qu'on vit aujourd'hui, qui auraient avantage à être connus. Alors moi, comme je les avais récoltés moi-même de première source, je les ai traduits en français et je les ai publiés avec des commentaires. Il m'a fallu 4 ouvrages, après je n'ai eu assez. Hein. Même les éditions du Cygne disaient si je voulais en faire encore un. Non, j'ai dit j'ai envie de faire autre chose. Donc vous avez travaillé à Dakar, à l'Institut français, à la maison Birago Diop. De quoi s'agissait-il comme travail? C'était du travail, mais c'était pas un travail au sens strict du terme. C'est-à-dire que pendant longtemps, puisque j'avais encore ma famille qui vivait au Sénégal, chaque fois que j'y allais, je proposais à l'Institut français qui s'appelle les Alliances françaises, il y en a une ici, de faire des animations. Donc, les après-midi, je faisais des animations avec les enfants, avec les jeunes, à partir des contes, à partir de mes livres ou d'autres livres. C'était pour promouvoir la lecture chez les jeunes, pour encourager les jeunes à lire, et surtout les filles à l'école, en disant, non seulement ça vous apprendra beaucoup de choses, mais ça vous distraira aussi. Et alors, le soir, j'organisais des rencontres-débats avec, je veux dire, tout public, des professeurs, etc. Ça avait beaucoup d'intérêt. Les gens manifestaient beaucoup d'intérêt. Alors, je l'ai fait pendant plusieurs années de suite. Voilà. Donc, vous avez rédigé des essais, on l'a déjà évoqué, mais il y a eu aussi L'enfant et la mort, Femmes africaines et démocratie, des contes et nouvelles, mais aussi de la poésie. Et puisque nous sommes au grenier Jeanne-Tony, on va parler poésie, évidemment. La bibliographie que vous m'avez envoyée indique une première parution en 1999, préfacée par Émile Kesteman. C'était vraiment la première parution en poésie? Oui, c'était vraiment la toute première parution. J'ai rencontré Émile Kesteman ici, à La Fleur en papier doré. J'avais publié à ce moment-là 3 ouvrages, pas de poésie du tout, et que j'avais présenté dans une librairie qui s'appelait la librairie des étangs, qui n'existe plus maintenant, qui était avant la chaussée d'Ixelles, où il y avait souvent Marie-Claire Beyer qui présentait ses pièces de théâtre également. Et c'est là, en sortant d'une séance, que j'ai rencontré une journaliste qui m'a dit, mais une personne que vous devez absolument connaître, elle s'appelle Émile Kesteman, et il s'occupe du musée Camille Lemonnier, etc. Et donc, j'ai pris rendez-vous, et puis je suis allée me présenter mes ouvrages. Et c'est Émile Kesteman qui m'a invité au grenier Jeanne-Tony. Il m'a dit, si tu viens, ça te fera plaisir, et puis tu pourras cheminer en poésie. Et d'ailleurs, c'est lui qui a préfacé mon premier recueil, qui s'appelait L'aube chante à plusieurs voix. Je suis toujours fascinée par le jour qui se lève. L'aube chante, et qui a été publié chez Michel Cliquet, dans sa maison d'édition qui n'existe plus. Mais ça a été un très bon moment pour moi. C'était tellement nouveau, tellement intéressant. On se réunissait ici, mais dans le grenier. Voilà. Il est écrit dans Les Chants de Jeanne qui vous est consacré et qui a été... il est écrit, c'est Pete Lincoln qui l'a écrit, que vous avez supposé avec les mots et la musique du langage un questionnement sur l'universel, sur ce que nous sommes, sur ce monde enfin où l'autre si lointain n'est bien souvent qu'un frère. Non, c'est pas Pete Lincoln, lui il a préfacé votre Bleu d'aurore. Mais au gré de vos pérégrinations, comment avez-vous perçu cette égalité entre les hommes malgré les différences superficielles? Je ne sais pas si le mot égalité reflète vraiment mon ressenti. Ce qu'il y a, c'est que des différences, il y en a, beaucoup de différences. Mais il y a quand même une chose fondamentale qui est commune, c'est que nous faisons partie de la même humanité. Ce que c'est que d'être humain, c'est la même chose, ici ou à 6000 km.
Ce qu'il y a, c'est que on ne le voit pas. Si on se limite à l'extérieur, peut-être à certains modes de vie qui sont vraiment différents, distincts. Mais profondément, si on parle avec les gens, si on se demande ce qui est important pour eux dans une vie humaine, on trouve énormément de points communs. Et ça, c'est très encourageant. Dans le travail que j'ai fait, où j'ai traversé quand même des graves périls, des pays en guerre et des conflits terribles dont les images me hantent encore jusqu'à aujourd'hui et m'empêchent de dormir la nuit. Mais on se dit que on recherche quand même la même chose, finalement. Pete Lincoln, cette fois c'est bien lui, écrit dans la préface de Bleu d'Aurore: « Le paysage dans lequel nous avançons est un paysage où les paroles rappellent celles d'un chaman, nous exhortant à oser l'innocence, et dans lequel la nature est une nature de mer, de dunes, de jardin, dans lequel le bleu est aussi omniprésent que le soleil dans le ciel, des bleus à l'âme, bleus de toi. » Je propose que nous lisions un ou deux de tes textes pour se faire une idée. Accueillir des myrtilles, les sous-bois nous réservent d'insoupçonnées richesses. Une sauterelle sans se gêner effleure une joue à la découverte de l'inconnu. Des crissements d'élytres, de mandibules témoignent d'une activité intense. À loisir, tendre l'oreille pour suivre cette symphonie dirigée par le vent. De ma fenêtre, j'observe la revanche des oiseaux. L'automne frissonne sous des rafales soutenues. Les âmes errantes s'abritent sous le feuillage, sans laisser de sillage, effacent leur passage. Le chaman revient de loin, avance à découvert, le pas assuré, rythmé de la mesure du souffle. Bien sûr, vous évoquez une nature poétique, mais au cours de votre vie en Afrique, avez-vous perçu une évolution dans la sensibilité des Africains à leur faune, leurs animaux en péril, la vie sauvage, etc. L'écologie, on va dire. Oui, toujours. C'est-à-dire que c'est un des effets pervers de la colonisation qui a amené la déforestation, parce qu'on a déforesté abusivement, sans souci des conséquences, mais pour alimenter l'industrie. Notamment après la Deuxième Guerre mondiale, on avait besoin de bois, on avait besoin d'énergie, on avait besoin d'oléagineux, etc. Et on en est revenu. Mais c'est pour ça que j'ai écrit les contes, parce que dans les contes, on voit que ce qu'on enseigne aux enfants, c'est à vivre en harmonie avec la nature. Et même à se préserver des bêtes sauvages en leur laissant leur territoire. Parce qu'elles agressent moins l'être humain quand elles ont leur territoire et les humains ont le leur. Mais quand l'un empiète sur l'autre, c'est ce que dit l'écologie encore aujourd'hui, alors il y a un déséquilibre qui se crée et des affrontements beaucoup plus violents. Donc aujourd'hui, enfin, j'allais dire, malheureusement, le mal est fait en beaucoup d'endroits, un mal irréparable. Moi, par exemple, les endroits qui étaient des bosquets où on allait jouer à cache-cache, etc., c'est devenu des déserts au Sénégal. Il n'y a plus rien qui pousse. Il reste quelques épineux qui résistent plus ou moins bien à la sécheresse, mais c'est dommage. C'est dommage à tout point de vue. C'est dommage pour les habitants, mais c'est dommage aussi pour la beauté de la nature. Bon, j'ai encore eu la chance de vivre dans une nature préservée, avec des fruits qui mûrissent sur l'arbre et tout ça. Enfin, partout où je suis passée en Afrique, j'ai planté des arbres fruitiers qui survivent, qui existent encore jusqu'à présent. Et alors, je dis aux gens du quartier, vous pouvez aller les cueillir quand il y en a trop sur l'arbre, plutôt que de les laisser pourrir, parce que je les ai plantés pour ça, c'est pour tout le monde. Mais je ne suis pas là pour les manger, mais les arbres ont survécu. Donc,
voilà, il faut replanter des arbres, il faut lutter contre la sécheresse. En fait, c'est un problème global. Hein. Parlez-nous de la genèse de votre recueil Bleu d'Aurore. Comment ça a commencé, cette histoire? Eh bien, ça a commencé parce que j'étais en train d'écrire un récit, parce que beaucoup de personnes me l'avaient demandé. Je trouvais que c'était vrai, que ça méritait de mettre un peu en ordre un certain nombre d'idées, un certain nombre de procédures pour vivre, je vais dire, faire mieux que survivre, même dans un environnement hostile, enfin, bon, bref. Et pendant que j'écrivais ce récit, ça me donnait tellement de peine et de mal que pour respirer un peu entre quelques chapitres, j'écrivais des poèmes. Et à la fin, je les ai relus et j'ai trouvé qu'ils méritaient d'être rassemblés dans un recueil que j'ai appelé Bleu d'Aurore, parce que malgré tous les tourments qu'on traverse, etc., je trouve que c'est une merveille quand le jour se lève. Je pense à Catherine, dont je salue la présence ici, dont le papa est un grand poète et écrivain, Mohamed Dib, parce que dans un roman, il a employé ce proverbe que je trouve très beau: peu importe que la nuit soit longue, si le jour finit par se lever. Peu importe qu'on soit dans les tourments, dans les problèmes, dans l'angoisse, et si, quand le jour se lève, il y a une aurore, c'est-à-dire un peu de lumière qui nous rassure et qui nous permet de continuer à avancer. Vous utilisez généralement des strophes courtes, 4 vers, sans ponctuation. Les vers aussi sont parfois composés de peu de pieds, comme celui de la page 51 par exemple. Clair de lune, clair de femme, lune de miel, femme de chair, quête de soi, pleine et vide à la fois, de surcroît. Loin de tout, bout à bout, jusqu'au bout, debout. L'un ouvert, eux muets, en tout point reliés. Pourquoi pas de ponctuation, par exemple? Mais je ne mets pas de ponctuation. Je vais essayer de répondre à cette question, parce que si je voulais vraiment répondre, je vais dire je ne sais pas pourquoi je n'en mets pas. Mais je pense que je n'en mets pas aussi parce que je crains les enfermements, les choses définitives, les étiquettes là comme ça fermées, où on ne peut pas s'échapper. Ça, c'est quelque chose qui m'effraie. Parce que souvent, j'ai eu à lutter contre ou à traverser ce genre de situation. Mais je pense aussi que j'ai un certain respect pour le lecteur. Je me dis, ben voilà, moi je fais un texte, et ben il le prend, il en fera ce qu'il veut. S'il veut faire des pauses, il en fera. S'il ne veut pas, il n'en fera pas. Et voilà. C'est pas peut-être une réponse satisfaisante, mais il faut que je réfléchisse encore à la question. Il y a des vers où vos voyages transparaissent, comme celui page 45. Panthère noire des collines de Savalou, érigée en symbole, approche de l'éveil. Vision conférée à l'écriture des dieux, signature d'allégeance au pouvoir de l'énigme. Au fil du temps, les survivants délaissent les mythes salvateurs, relégués aux archives. Surgit de l'inconscient, des légendes oubliées reviennent en viatique contre les désastres. Les légendes donnent des ailes à nos pas alourdis de peine, embarquent le quotidien pour un voyage au long cours. La sociologue refait surface dans plusieurs textes pour dénoncer des maux actuels ou tout simplement liés aux caractères humains. Vous êtes très sensible à ce qui se passe dans l'actualité, dans le monde? Oui, bien sûr. Je vis ici au quotidien et j'essaye de faire de mon mieux là où je vis, parce qu'il y a toujours beaucoup à faire.
à apprendre, à donner, à organiser. Mais je n'oublie pas ce qui se passe ailleurs. Je n'oublie pas non plus tous les drames que traversent les continents du Sud, notamment l'Afrique. Je continue à participer sur une base associative à plusieurs initiatives, notamment en ce qui concerne l'apprentissage de la lecture dans les écoles et l'accès, surtout quelque chose qui me tient vraiment à cœur, l'accès des filles à tous les niveaux d'enseignement, pas seulement primaire, mais aussi l'enseignement scientifique, etc. Bon, il y a beaucoup d'écoles qui se créent, mais il faut encourager les jeunes à apprendre malgré les difficultés. Quand je vois celles que moi j'ai dû traverser pour aller à l'école, je leur dis qu'il ne faut jamais se décourager, que ça vaut la peine. Quand c'est le temps d'étudier, ça vaut la peine d'étudier. Combien d'occurrences, d'importunes médisances, assailles de diatribes livrées en raccourci, de supposés influenceurs sur réseaux sociaux diabolisent de leur choix de nouvelles proies. Regards inquisiteurs, commentaires méprisants ajoutent leurs menaces aux discriminations. Sacrifier son être au souci de paraître signe la défaite de toute trajectoire. S'ils estiment la haine plus précieuse que l'amour, comment les dissuader de commettre l'irréparable? Plus une poignée de sable, désormais indemne sous l'emprise du mal radical, l'ivresse de la vengeance. Des propos toxiques déversent leurs immondices sur la toile, le vrai charrier du flot d'informations viciées. Des pervers se targuent de marchands d'orage, maîtres de turbulences, si tout ne se plie à leur guise. D'où leur vient cette fascination pour l'horreur, assassin embusqué au coin d'une rue, mêlé aux gens ordinaires, innocents passants, avec lesquels aveu de pervers, la mort a rendez-vous. Trahison déguisée, soumise à pensée parasite, justifiant l'inqualifiable au nom d'un bonheur personnel. Se méfier de jugements, de proches ou de spécialistes, censeurs autoproclamés, pourvoyeurs de propos mortifères. Si la parole peut tuer, elle tient aussi en son pouvoir de réparer, réconcilier le moi avec lui-même. Un texte partagé pourrait rapiécer une vie, restaurer entre plusieurs la trame rompue de rencontres. Symphonie de pastels, rêve sans issue, autre que l'obsédant désir d'échapper à d'actuels tourments. Mais ces textes sont évidemment assez durs et je voudrais savoir quel regard vous portez sur la société actuelle européenne, sur la jeunesse. Mais je vais dire un regard bienveillant. J'essaye de comprendre ce qui se passe. J'essaye de comprendre le mal-être de la jeunesse d'aujourd'hui, qu'on dit sans repère, et qu'est-ce qui pousse vers les extrêmes. J'essaye de comprendre ce monde qui nous fabrique tellement de terroristes, tellement de crimes affreux. Comment est-ce que ça se produit? J'essaie de comprendre et j'essaye
apporter ma petite contribution à voir d'un autre regard, à utiliser d'autres méthodes que la violence pour résoudre les problèmes. Parce que des problèmes, il y en a toujours eu. Et puis je trouve que la violence n'est pas une solution. Elle fait juste retarder la recherche de problèmes. Mais c'est le monde dans lequel on vit quotidiennement, donc je ne peux pas ne pas le ressentir. Je le ressens profondément et ça me rappelle tellement de choses, tellement de pays en guerre que j'ai traversés, que ce soit Vietnam, Angola, etc. Je me demande parfois comment ça se fait que j'ai survécu, mais bon. Mais je pense que la bienveillance est une force dont on ne mesure pas l'efficacité. Et puis nous sommes des poètes, nous n'avons que nos mots, M-O-T-S, pour faire face aux situations. Mais je crois que la parole, si elle blesse, elle peut aussi guérir. Et qu'il faut cultiver ça, la parole qui guérit. Justement, vous abordez l'amour aussi dans vos textes, mais avec précaution, avec pudeur. Quelle place l'amour a-t-il pris dans une vie aussi remplie que la vôtre? La famille, l'amour, le couple. Sans ça, je n'existerais pas, je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait concrètement sur le terrain si je n'avais pas une famille qui me soutenait de son amour, si je n'avais pas des enfants qui voyaient. Je leur disais toujours, il faut partager votre mère avec ceux qui n'en ont pas, quand ils étaient petits. Mais ça les a marqués, parce que quand ils sont devenus grands et que j'étais parfois très fatiguée et découragée, je n'avais pas le courage de faire un voyage de plus pour aller jusqu'au fond des pampas, aller récolter des gens qui étaient en prison et qu'on disait qu'ils étaient morts alors que moi je savais qu'ils n'étaient pas morts. Il fallait les sortir de là avant qu'ils ne meurent. Les enfants me disaient, mais maman, si tu n'y vas pas, et s'ils meurent, qu'est-ce que tu vas dire? Les autres, tu as été, tu les as sortis, tu es revenu avec. Et pourquoi ceux-là, tu n'y vas pas? J'ai dit, mais mes enfants, juste parce que je suis fatiguée. Elle m'a dit, non, tu te reposeras après. Donc, j'ai souvent eu envie de tout lâcher. Je peux pas il ne faut pas penser que c'était une vie sans difficulté. J'ai eu beaucoup. Et c'est souvent la famille qui m'a encouragée à continuer. Et puis qui a partagé ces utopies ou cet idéal. Parce les enfants ont beaucoup contribué à la carrière professionnelle que j'ai pu faire. Ça, je leur en suis reconnaissant. Et chacun a pris sa route aujourd'hui. Et c'est moi qui me fais du souci pour les dangers qu'ils traversent. Mais bon, je fais confiance aussi à leur bonne étoile, comme j'ai été obligée de faire confiance à la mienne. On pourrait peut-être lire quelques textes. À pas feutré. À pas feutré. Entre un moment de douceur dans nos vies asséchées d'annonces de désastre. Fragilité magnifiée, morcelant nos désirs, éparpillant nos rêves sur la toile vorace. La perte ressentie subjugue le cœur désormais réticent à d'autres jugements. D'une histoire d'amour, évitons les dénigrements, les verdicts assénés de voix sans issue. Chaque instant s'invente, calme ou tourmenté, indispensable à la quête de la joie d'exister. Si l'émotion disperse nos pensées, du ponant au levant, où porter le blâme? Nos cœurs s'embrasent d'un feu d'artifice, d'un spectacle sans lever de rideau. Comme un marcheur au crépuscule discerne au loin une salvatrice lueur. De côtoyer l'abîme, nos regards s'épurent, le sourire de l'ange indique la voie. Tu
Tu n'as pas prononcé les mots que j'attendais. La patience est filochée, la mer prend le relais. Douce est la nuit à la peine qu'elle séduit, tendre est la peine au profond de la nuit. Il faudrait préférer en temps d'incertitude, entre retrait et avancée, abandon d'habitude, réparer la solitude, le deuil des départs, délaisser l'étroitesse des anathèmes. De la besace du nomade, éviter le dénigrement. Si pour lui se maintient un lien entre ici et ailleurs, de ta voix, l'onde amène à l'éveil qui prendra ce jour le visage de la grâce. Âme meurtrie, âme vivante, survie oblige l'imaginaire. Dire autrement, sans outrance, diversité, probité, rejoindre l'universel. Le chemin sublime, l'éloge de rencontre, telle une destination, réinventer l'amour. Bleu d'aurore, bleu à l'âme, bleu de toi, bleu de mer, bleu Picasso, bleu Moustier Sainte-Marie, bleu des matins clairs, bleu Méditerranée, bleu incandescent, bleu en plein midi, bleu soleil, bleu Sahel, bleu des mers du sud, bleu à l'âme, bleu de toi, bleu d'aurore. Merci, Baba. Merci beaucoup. Merci Dominique de nous avoir accordé cet entretien. Merci Marguerite Marie. Merci à tous de votre présence. Et pour vous remercier de votre participation à ce bal et masque, cette rose qui ne devrait être pour vous qu'une pierre de Ronsard. Et surtout, n'oubliez pas, maintenant et chaque mois, c'est bas les masques.